L'aérodrome était installé avec des gens qui venaient de la Première Guerre mondiale. Un aviateur qui a été nommé ici pour établir un camp d'aviation, on appelait ça comme ça avant. Ces gens sont venus ici et ils ont trouvé que le terrain leur convenait et ils ont décidé de faire la réinstallation d'une structure de hangar qui était dans l'Allier. Alors ils l'ont démonté, ils l'ont remonté ici. C'était en 1938. Ça a été terminé en 1938. Sa fonction, c'était pour faire fonctionner un aéroclub. Il y avait pas mal de gens qui voulaient piloter, et pour faire une école de pilotage. Et puis, d'autre part, une autre facette, c'était de promener des gens en altitude pour qu'ils voient les montagnes. Alors, les avions, à ce moment-là, ils plafonnaient à 3500 mètres. Alors, comme chacun sait que le Mont Blanc fait 4800 mètres, 4800 et quelques, donc le premier artisan de cette affaire, c'était un dénommé Torret. Et cet homme était pilote et je crois qu'il a été colonel de réserve dans l'aviation. Enfin, il était au moins commandant. C'était un as de l'aérologie. Alors, l'avion qui devait monter qu'à 3500 mètres, ils sont arrivés à le faire monter au-dessus du Mont Blanc. Eh bien, ça s'est très bien passé puisqu'ils ont eu de la population qui est venue prendre des leçons d'aviation pour quelques-uns, les plus fortunés, et pour les autres, c'était pour la promenade. Et puis, ouvert également aux touristes. Les gens allaient là-bas, il y avait une petite maison en face du bistrot qui est là-bas en face, qui servait de bureau, de secrétaire, etc. Voilà. On a fonctionné comme ça pendant un bon moment, jusqu'à ce que la guerre soit déclarée. Quand la guerre a été déclarée en 1939, les activités ont changé de nature. Le pilote qui s'appelait Serge, c'était son nom de famille, a été envoyé je ne sais où pour faire de l'aviation. Et ici, il est resté un moment comme chef pilote, on dira. Et donc, il a appris à des gens à piloter. Voilà. Alors, parmi les gens qui étaient intéressés par le pilotage, il y avait évidemment les commerçants les plus en vue du coin. Il y a Fournier, qui était boucher à Chède, qui sera maire après, et conseiller général, dont les enfants ont été pilotes après. Voilà, c'était vraiment ancré dans l'esprit du coin que ces gens-là étaient férus d'aviation.
Une fois les tôles enlevées, on retrouve la charpente. À l'origine, celle-ci était recouverte de toile. Le hangar pouvait ainsi être démonté et remonté rapidement selon l'évolution des positions sur le front de la Première Guerre mondiale. Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, mais aussi de Pour les soldats tombés, film à partir d'images remasterisées et colorisées, témoignage des troupes néo-zélandaises durant la Première Guerre mondiale, a récupéré celui de La Ferté et l'a fait remonter chez lui en Nouvelle-Zélande. Pendant la guerre, le pilote à cette époque-là s'appelait Guiron et on lui a demandé de jeter quelques artifices, des bombes artisanales sur des positions. Ça n'a pas fait grand peur aux Allemands, mais cette activité s'est prolongée par une sorte d'imagination des gens. Ici, on avait bombardé. Alors en réalité, ça s'est foutu 2-3 pétards par la fenêtre et ça est pété en bas. Comme Pierre Duprat nous le raconte, son histoire ne s'arrête pas à 14-18. À Passy, il participe au développement de l'aviation de tourisme, avec le transport de ceux-ci, accueille des meetings populaires pouvant accueillir 15 000 spectateurs, mais crée également le ravitaillement des refuges et le secours en montagne par les airs avant l'hélicoptère. L'ouverture de l'aérodrome de Sallanches mettra fin à sa fonction en 1973. Il deviendra alors la salle Jean Pernaut. Sur les 5000 produits par la société Bessonneau, il n'en reste plus que 2 en France. Celui de Passy est le dernier qui puisse être exploitable comme tel, l'autre étant devenu un bâtiment agricole.